Écoutez, je vous remercie d'être venus nombreux au nom de Cité Philo pour une séance autour de la vie et de l'œuvre de Charlotte Delbos. Je voudrais d'abord vous remercier d'être non seulement venus nombreux, mais d'avoir patienté. En effet, nous allons aujourd'hui adopter un dispositif un peu original, un peu plus complexe que les séances que nous avons l'habitude d'organiser à Cité Philo, grâce à ce partenariat avec le Théâtre de la Verrière. Je remercie donc toute l'équipe du théâtre, Dominique Sarrazin en particulier, d'avoir non seulement accepté de reconduire un partenariat qui est maintenant devenu assez régulier entre Cité Philo et le Théâtre de la Verrière, mais d'avoir réagi de façon aussi positive et chaleureuse à notre proposition d'organiser quelque chose autour de l'œuvre de Charlotte Delbos, qu'un certain nombre d'entre nous venions d'ailleurs de découvrir. On en parlait avec Violaine Gély, Paul Gradevaux, le réaliste Claude Alice Perrotte. Il y a là une énigme. Comment se fait-il que cette œuvre ait été si longtemps ignorée, recouverte par un curieux silence, et dès qu'on la découvre, on est effectivement très étonné, très impressionné, voire sidéré par l'ampleur de ce travail et par la qualité de cette écriture. Alors, Dominique Sarrazin a réagi avec d'autant plus d'enthousiasme qu'en fait, le Théâtre de la Verrière s'était, lui, intéressé à Charlotte Delbos à l'occasion d'un spectacle qui avait dû être donné pendant 3 ans, je crois. Hein, oui, enfin, on l'a tourné pendant 3 ans, ça va pour la voix là? Oui. Qui s'appelait Parole, au pluriel Parole contre l'ombre, qui était la guerre, enfin de 39-40, mais bien avant, vue du côté des femmes, des petites filles, à celles qui y sont restées, aux survivantes. Et, voilà, donc c'était une traversée, et Charlotte Delbos en était, les textes de Charlotte Delbos en étaient un peu l'axe central. Voilà, interprété par 4 comédiennes, et nous l'avons tourné, on l'avait créé ici, tourné un certain nombre d'années. Merci. Alors l'idée, évidemment, était de nous inscrire dans le centenaire de la naissance de Charlotte Delbos, puisque toute l'année 2013, il aurait été d'une certaine façon consacrée. Et dans ce centenaire, un des événements les plus notables, c'est évidemment la publication d'une biographie chez Fayard par Violaine Gély et Paul Gradevaux, qui nous font l'honneur et le plaisir, si je puis dire, d'être parmi nous. Là-dessus, Dominique Sarrazin s'est dit qu'il serait dommage d'organiser cet hommage dans un théâtre sans réfléchir plus particulièrement sur le rapport tout à fait original que Charlotte Delbos, dont je rappelle qu'elle avait été la secrétaire, et plus que la secrétaire, celle qui avait accompagné le travail de Louis Jouvet. Il aurait été dommage donc de ne pas s'arrêter un petit peu sur le rapport que Charlotte Delbos entretient au théâtre, y compris d'ailleurs dans son écriture, et pas seulement d'ailleurs parce qu'elle écrit des pièces de théâtre, mais parce que dans son écriture même, il y a quelque chose qui me paraît fortement emprunté à une certaine tradition théâtrale, on aura l'occasion d'en reparler. Et donc Claude Alice Perrotte a accepté de venir pour éclairer plus particulièrement cet aspect des choses, et elle était d'autant mieux qualifiée pour le faire qu'elle co-dirige une compagnie qui s'appelle Bagages de Sable, qui a eu la très heureuse initiative en 1995, c'est bien cela, d'organiser toute une journée de lecture de textes de Charlotte Delbos dans toute la France. Dans combien de lieux? Dans les 154 communes d'origine des femmes du convoi du 24 janvier. Et c'était une nuit de lecture, en fait. Une nuit. Alors, il faut savoir que ce convoi du 24 janvier 1943, c'est le convoi dans lequel ont été déportées 250 femmes, je crois. 230 femmes, dont Charlotte Delbos, dont d'autres qui sont restées un peu plus connues dans la mémoire, en particulier la mémoire communiste. Je pense à Daniel Casanova, Marie-Claude Vaillant-Couturier, aussi à Maï Politzer, peut-être elle est plus connue en raison du nom de son mari, auquel nous avons consacré une séance hier aux Beaux-Arts, à l'œuvre duquel et à la vie duquel on a consacré une séance hier aux Beaux-Arts. Et donc, Charlotte Delbos, qui avait décidé qu'elle témoignerait à son retour des camps si elle en revenait, a donc coécrit, je crois, c'était deux, le combat. Toutes celles qui étaient revenues donc, ont contribué à ce livre, qui est un livre donc d'hommage à l'ensemble de leurs camarades qui ne sont pas revenus. Et donc, ce sont donc toutes ces villes d'où elles étaient originaires, c'est là qu'ont été lus en 1995 des textes de Charlotte Delbos. On va donc voir qu'il y a eu tout de même des découvertes successives, puis de nouveau des plages
d'oubli. Il faut espérer que la prochaine ce centenaire, eh bien, son nom ne sera plus oublié. Alors je vous remercie tous les trois, ainsi que Dominique, qui va également participer au débat, en particulier autour de Charlotte Delbos et le théâtre, d'être là ce soir. Je vais maintenant m'effacer. Je vais juste préciser que nous ferons une pause entre deux moments. Un premier moment sera consacré à la biographie. Ensuite, nous ferons un moment plus spécifiquement consacré au théâtre. Et on fera quand même une pause entre les deux pour que vous puissiez prendre une respiration. J'ajoute donc que c'est ce qui fait l'originalité de cette séance. Ce ne sera pas seulement un débat à la table, il y aura des textes qui seront dits, il y aura donc des moments de théâtre et de lecture de textes qui nous permettront de découvrir au plus près, si je puis dire, l'écriture de Charlotte Delbos. Voilà, peut-être que je passe la parole maintenant à Violaine. Ayant précisé d'un point de vue purement technique que toutes les relations digitales avec l'extérieur sont coupées pour le bien-être des... Voilà, pas les portables, voilà. Vous pouvez rallumer à 6h18. Merci. Excusez-moi. Parce que moi, je viens de me demander si j'ai coupé le mien. Bonsoir à tous. Enfin, bonsoir. Non, bonjour. Écrire sur Charlotte Delbos, c'est une envie qui, moi, me taraude depuis que je l'ai lue, c'est-à-dire depuis 25 ans. Je suis journaliste de formation et quand on est journaliste et qu'on s'intéresse à un sujet et qu'on ne trouve rien pour nourrir cet intérêt, c'est une frustration intense. Et donc il arrive un moment où on se dit, bon, bah, puisque personne n'a rien dit, tu vas aller voir de plus près et dire. Et effectivement, Delbos, pendant très longtemps, ceux qui l'aiment ont tendance à hausser les sourcils quand on dit qu'elle n'est pas lue, mais c'est la vérité. Elle a été lue par un petit cercle de gens qui l'aimaient passionnément, mais ça n'a pas dépassé ce petit périmètre-là. Elle n'a pas été beaucoup lue. On a vu qu'à peu près, on vendait entre 2 et 5 de ses livres par an. Et quand on connaît Delbos, entendre ça, c'est une douleur, un agacement, une incompréhension totale. Donc, avec l'association des amis de Charlotte Delbos, donc Claude Alice est la présidente, on a travaillé à ce centenaire en se disant, c'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais, on peut dire, Delbos aurait eu 100 ans, c'est une grande écrivaine, elle a encore quelque chose à nous dire, elle a encore quelque chose à transmettre, et peut-être encore plus qu'avant, et donc c'est le moment ou jamais. Donc merci aux gens de Cité Philo, dans le cadre de ce centenaire, de nous inviter à vous parler de notre Charlotte. Vous allez voir, on a un peu tendance à l'appeler Charlotte quand on l'aime. Pour l'aspect biographique, Delbos, elle est née donc il y a 100 ans, en 1913, dans une famille, c'est important de savoir d'où elle vient, parce que c'est une fille d'immigrés et c'est une fille d'ouvriers. Et ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien parce que dans la famille Delbos, immigrée italienne, son père était ce qu'on dirait aujourd'hui un deuxième génération, mais sa mère arrivait d'Italie quand elle a rencontré son père, qui se sont mariés en 1912. Dans cette famille-là, il y a un attachement à la France accueillante, à cette terre qui a accueilli les enfants perdus d'Italie, qui est essentielle et qui est l'une des composantes de la lutte et du combat de Delbos au moment de la guerre et puis après. C'est important, il y a cet attachement-là à la France, et il y a cet attachement, c'est une famille de gauche, c'est une famille un peu à nard, disait Charlotte. On militait pas beaucoup, on n'avait pas tellement confiance dans les hommes politiques, mais la maison était toujours ouverte aux plus faibles, la maison était toujours ouverte à ceux qui avaient faim, et il y a un vrai engagement politique au sens large et noble du terme de la famille Delbos. Et donc Delbos, Charlotte, elle grandit dans cette famille-là, et comme toutes les jeunes filles de cette époque, vous verrez si vous allez sur Internet, vous trouvez de temps en temps qu'elle a fait des études de philo après son bac à la Sorbonne. Alors inutile de vous dire que quand on est en 1913 dans une famille d'ouvriers immigrés, on ne passe pas son bac. Et donc effectivement, Delbos n'a jamais fait d'études secondaires. Elle a terminé comme la plupart des jeunes filles de l'époque au brevet élémentaire, c'est-à-dire à l'âge de 15 ans à peu près.
et elle va faire des études pratiques, des études techniques de sténodactylo. Et dans les années 30, on trouve donc cette jeune femme. Elle a une petite vingtaine d'années, elle est secrétaire, et elle va, j'allais dire, grandir intellectuellement, elle va s'épanouir intellectuellement dans le Paris des années 30 qui est bouillonnant, le Paris militant des années 30 qui va aboutir au Front populaire 6 ans plus tard. Et ce bouillonnement, en ce qui concerne Charlotte, cette ouverture va commencer avec une rencontre primordiale à l'époque, qui est celle de Henri Lefebvre. Alors les plus jeunes ne savent sans doute pas qui est Henri Lefebvre, d'autant qu'à l'époque, il n'est pas du tout connu. C'est un jeune prof de philo, il n'est même pas prof encore, et il sera connu beaucoup plus tard, au moment de mai 68. Mais à cette époque-là, c'est un jeune homme qui drague les filles sur le boulevard Saint-Michel, et il drague Charlotte. Et Charlotte résiste, Charlotte dit non. Ils vont rester amis pour la vie, mais il l'entraîne dans les cafés. On imagine ce bouillonnement intellectuel dans les cafés où on fume beaucoup et où on refait le monde, avec ses amis à lui qui s'appellent notamment Georges Politzer, on en parlait tout à l'heure, qui s'appelle Paul Nizan, qui s'appelle Jacques Decour. Et ce groupe-là va entraîner Charlotte aux Jeunesses communistes. Elle rejoint les Jeunesses communistes en 1934. Aux Jeunesses communistes, c'est toujours difficile de faire une conférence à deux parce que je me demande toujours quand est-ce qu'il va réclamer le micro, mais je te le passe, je raconte juste l'histoire d'amour. En 1934, elle est sur les bancs de l'université ouvrière, qui est donc une institution que le Parti communiste a ouvert pour ces jeunes militants, justement, qui n'avaient pas de bagage intellectuel pour les éduquer. C'est là où Charlotte va se passionner pour la philosophie, et notamment la philosophie marxiste. Mais à côté d'elle, sur les bancs de l'université ouvrière, il y a aussi un jeune homme qui s'appelle Georges Dudac. Et Georges est un militant communiste pur et dur. Il a le même âge que Charlotte. Il est très très investi dans le parti. Son idéal de vie à lui, c'est de devenir cadre du PC. Il est très investi, très militant depuis toujours. Il s'est inscrit en douce, il avait 14 ans au PC. Et ses parents ont dû intervenir en disant que c'était peut-être un peu jeune. Et il s'est réinscrit plus tard à 16 ans, c'était beaucoup plus vieux. Donc elle rencontre Georges Dudac, et ces deux-là s'aiment. Charlotte raconte dans un de ses livres comment Georges l'a abordé un jour en descendant le boulevard Saint-Michel, en sortant des cours, un jour de printemps, et ces deux-là se marient en 1935. Alors là, vous venez d'avoir un aperçu de la façon dont Charlotte est entrée dans le communisme et dont elle est entrée dans la culture, au sens classique et habituel du terme. Mais Charlotte Delbo, c'est une femme qui sera non seulement une militante, mais qui sera aussi une femme de théâtre. Pourquoi et comment une femme de théâtre? Pour une raison simple. Son mari était responsable d'une revue qui s'appelait Les Cahiers de la Jeunesse, qui sortait à peu près un numéro tous les 2 mois à partir de 1937, et qui était dirigée par Paul Nizan. Vous voyez, des gens d'une qualité intellectuelle certaine. Et on l'envoie interviewer Louis Jouvet. Elle va réaliser cette interview. Jouvet demande à ce que le texte, une fois qu'il sera prêt à publier, lui soit envoyé. Elle lui fait envoyer par pneumatique. Réponse en télégramme de Jouvet. Trouvez-vous à mon bureau, telle heure, tel jour. Alors vous imaginez une jeune femme, Louis Jouvet à l'époque, la star absolue. Cinéma, théâtre, cours au conservatoire, le grand personnage de la culture française. Il n'y a pas un équivalent aujourd'hui qui aurait ce statut-là. Et elle y va, Jouvet la reçoit,
finalement, l'enjeu, c'est quoi? Je veux lui dire, regardez, j'ai beaucoup déjà été interviewé. C'est la première fois qu'on me rend une interview où j'entends ce que j'ai dit. Parce que Jouvet était acteur. Ce qui comptait pour lui, ce n'était pas le texte qu'il lisait, c'est de retrouver le rythme, le souffle de sa parole. Et dans le texte tel qu'il était restitué par Charlotte, il y avait ça. Charlotte qui s'attendait à se faire tancer parce qu'elle avait commis une erreur, voilà, elle est très heureuse. Il lui propose sur le champ de travailler pour lui. Comme c'est Charlotte, elle veut mettre un peu de temps à répondre, mais bon, elle va quand même répondre oui, vous imaginez bien. Et c'est à Charlotte Delbos que tous ceux d'entre vous qui ont peut-être fait une école de théâtre, c'est à elle qu'on doit les cours de théâtre de Jouvet qui servent encore aujourd'hui dans les cours d'art dramatique de langue française et qui ont été publiés seulement en 1965. Parce que, comme vous le savez, la sténo, c'est bien gentil. Le grand art, c'est de décrypter. Et c'est presque comme quand on a une bande magnétique, c'est un peu différent. Il n'empêche que selon la façon dont on transcrit, ça donne un résultat très très différent. Donc, moi, ma vision des choses, c'est que le travail de Charlotte a été tout à fait essentiel, même s'il y a 2-3 personnes derrière qui ont rajouté des virgules ou Dieu sait quoi. Et elle était d'ailleurs très très triste que son travail ne soit pas mis en avant au moment de la publication. On a retrouvé dans les archives des courriers d'elle en ce sens. Donc Charlotte Delbos, c'est quelqu'un qui, avant même la guerre mondiale, est quelqu'un qui va être plongé dans le théâtre avec une intensité qu'on a du mal à imaginer, puisqu'elle allait à tous les spectacles de Jouvet, que très souvent le matin, je sais pas, 3 fois par semaine, elle suivait des cours de Jouvet, elle le quittait, elle transcrivait, et lui relisait derrière. Donc vous voyez l'intensité de cette relation. Et puis, donc une femme qui devient une femme de théâtre, mais une femme de théâtre invisible. Et puis arrive la période de la guerre, et là, c'est quelque chose d'aussi très très fascinant dans cette vie, puisque, vous le savez peut-être, Louis Jouvet, pendant la guerre, je passe les épisodes, mais va aller faire des tournées à l'étranger. Au départ, quand il part en Amérique latine, on est en 41, c'est avec le 40-41, c'est avec l'autorisation du gouvernement de Vichy, et ensuite il va rester sans demander l'autorisation. Donc, vous avez ici une jeune femme qui est à l'écart de la guerre, tranquillement en Amérique latine, une tournée qui a du succès, ils gagnent des sous, ils vivent pas mal, pas de problème, et qui va engueuler Jouvet, en lui disant « Non, mais moi je veux revenir en France pour faire de la résistance ». Vous êtes bien placé dans la ville de Lille pour savoir que l'activité de résistance en 1941 était bien sûr extrêmement populaire, mais on ne se précipitait pas nécessairement quand on était à l'étranger pour voir à quel point c'était sympathique et drôle. Donc elle revient en France, elle est en contact de clandestins via les réseaux de l'internationale communiste, tel que moi j'ai pu reconstituer les choses. Elle revient en novembre 41, non 42, 41, ouais, ils sont arrêtés en mars 42. Elle revient en novembre 41. Elle fait de la résistance dans la clandestinité la plus totale à Paris, dans le cadre du groupe Politzer, Salomon, etc. Les gens qui vont ensuite, plus tard, faire les lettres françaises, qui font encore d'autres revues à l'époque. Le 2 mars, les brigades spéciales, nos excellents services de police bien français, arrêtent son groupe de résistants communistes, et en particulier elle et Georges Dudac chez elle. Chez eux, à ce moment-là, il y avait Pierre Villon. Pierre Villon, c'est un des dirigeants de la résistance communiste qui réussit à passer par la fenêtre de la salle de bain et qui n'est pas arrêté. Ils se font arrêter. Son mari, le 23 mai 1942, est exécuté au Mont-Valérien. On laissera 1 heure à Georges Dudac, donc le mari de Charlotte, pour rencontrer sa femme une dernière fois avant l'exécution, parce qu'ensuite elle restituera sous forme de pièces. Elle est envoyée au fort de Romainville, puis à Auschwitz. Et là, on entre dans quelque chose d'autre. Elle va rester à peu près 1 an à Auschwitz. Son convoi part le 24 janvier 1943. Elle restera jusqu'à peu près 1 an à Auschwitz, ensuite Ravensbrück, ensuite, après quelques épisodes suédois, elle reviendra. Et à partir de ce moment-là, on entre dans une autre période. Et là, je te laisse la parole. Je voudrais revenir sur l'épisode Romainville parce que
bien comprendre la résistance de Delbo et de ses compagnes et ce qui s'est passé à Auschwitz, il me semble que c'est important d'expliquer comment ça s'est passé avant Auschwitz, parce que celles qui sont à Romainville vont partir ensemble à Auschwitz, donc c'est l'histoire de ce convoi. En fait, Romainville, c'est un petit camp fort, c'est un fort sur les hauteurs de Paris, et c'est un fort où il n'y a pas beaucoup d'Allemands, parce qu'il est très protégé, très naturellement, donc on n'a pas besoin d'une grosse garnison. Donc il s'avère que les prisonniers sont à l'intérieur de ce cadre-là plutôt libres. Et donc ces femmes qui se retrouvent là, qui ne sont que des femmes, les hommes sont aussi à Romainville, mais les deux sexes sont séparés par un grillage qui traverse la cour. Ces femmes vont s'organiser leur vie quotidienne, c'est-à-dire qu'elles vont décider qu'elles ne se laisseront pas abattre. Ce sont des résistantes, il y a des communistes, il y a des gaullistes, il y a des représentantes des réseaux chrétiens aussi. Elles sont là pour poursuivre la lutte, y compris en prison, et c'est ce qu'elles vont s'attacher à faire, notamment elles vont inventer un partage des connaissances. Celles qui savent une langue vont enseigner, par exemple, il y a Vittoria Neni qui parle italien, qui va enseigner l'italien, il y en a qui parlent allemand, il y en a qui sont profs de physique, qui vont donner des cours de physique, etc. Charlotte, elle, ce qu'elle connaît, c'est le théâtre. Et donc, elle va entraîner ses camarades dans son univers théâtral, dont vous parlez, Paul, cette passion qu'elle a et qu'elle connaît bien. Et notamment, elles vont monter des petites scénettes historiques le dimanche après-midi, parce que le dimanche, elles peuvent descendre dans la cour. Les hommes aussi, et donc les femmes, distraient les hommes et leur jouent des petites scénettes historiques derrière le grillage. Et puis, elles vont monter aussi une pièce de théâtre. Et ça, c'est important à se souvenir, parce qu'il y aura d'autres moments dans sa vie où Charlotte va dire... va montrer, va prouver que la première des choses qui revient et qu'il y a un peu de liberté dans cet espace-là, c'est le théâtre qui revient naturellement. Donc effectivement, comme disait Paul, elles sont déportées le 24 janvier 1943. Elles arrivent à Auschwitz le 27. Alors historiquement, c'est quand même très surprenant, parce que la plupart, tous les convois de femmes résistantes déportées partait sur Ravensbrück. Celui du 24 janvier 1943, le convoi des 31 000, c'est-à-dire 31 000, c'est le début du tatouage qu'on leur tatouera sur le bras à l'arrivée d'Auschwitz. Donc le convoi des 31 000 est le seul convoi de femmes résistantes qui ira à Auschwitz. Donc elles arrivent le 27 janvier. Et là, les 2/3 du convoi vont mourir dans les 3 premiers mois de leur arrivée. Elles sont massacrées d'abord par un épisode de l'histoire du camp qui est terrible, qui s'appelle La Course. Et ceux qui ont lu Delbo savent, elle a un passage très très fort dans Aucun de nous ne reviendra, où elle raconte comment, après des heures de 18 heures debout dans la neige, on est début février, dans la plaine polonaise, debout, sans pouvoir bouger, avec les plus faibles qui tombent les unes après les autres, comment au bout de ces 18 heures, on les a fait repartir, on les a fait courir pour rentrer dans le camp, et toutes celles qui ne pouvaient pas courir étaient envoyées à la chambre à gaz. Donc le convoi, une grande partie du convoi disparaît à ce moment-là, et l'autre partie est frappée par une épidémie de typhus qui les décime et qui tue notamment Danielle Casanova, l'une des héroïnes du Parti communiste qui faisait partie du convoi. Donc elles sont 230 à l'arrivée, elles seront 49 à revenir, mais elles sont déjà plus que 51 en mai 1943, quand une forme de miracle, parce que survivre à Auschwitz, c'est du miracle, une forme de miracle arrive. Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui avait réussi, parce qu'elle parlait allemand et parce qu'elle était une des femmes importantes du PCF, avait été travailler dans les bureaux, dans l'administration. Elle arrive à sélectionner un certain nombre de ses compagnes pour aller travailler à Raisko. Raisko étant un petit camp dépendant d'Auschwitz, mais qui n'est plus dans l'ensemble de Birkenau, et où elles vont être un peu protégées. Vous entendez toutes les guillemets que je mets à protéger quand on parle d'Auschwitz.
mais elles font des recherches, on leur demande de tester une forme de pissenlit pour faire du latex. Alors elles sabotent allègrement tout ce qu'elles peuvent saboter, mais elles peuvent manger un petit peu plus que les autres, notamment des légumes, parce qu'il y a des potagers, et donc elles peuvent arrêter le scorbut et tout ce qui est un peu moins, elles sont un peu moins malnutries que les autres, et surtout elles sont propres. Parce que le SS de ce camp-là, qui était un peu moins stupide que les autres, avait compris que c'était les poux, enfin savait que c'était les poux qui transportaient le typhus, et donc exigeait de ces prisonnières qu'elles restent propres. Donc, dans ce moment un peu magique pour elles, un peu de destin un peu surprenant, elles se refont une santé, elles reprennent un peu du poil de la bête, et qu'est-ce qu'elles font ? Elles montent du théâtre. À nouveau, Charlotte et ses camarades, elles vont monter le Malade imaginaire, un soir de Noël à Raisko. Ça aussi, vous pouvez le lire dans les textes de Delbo. C'est très très beau. Elles savent que les prisonnières polonaises vont chanter, et qu'elles chantent très bien, et elles se disent qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les épater. Et elles reconstituent de mémoire le Malade imaginaire, et elles le montent le soir de Noël. Elle le monte intégralement. Et ça, c'est la magie du théâtre chez Delbo et la façon dont effectivement elle a survécu grâce au théâtre et grâce aux personnages de théâtre, comme elle le racontera plus tard dans Spectre mes compagnons. Et Raisko, donc, comme disait Paul, en janvier 1944, elle quitte Raisko, elles sont déportées à Ravensbrück. Une fois de plus, je vous renvoie au texte de Delbo où elle raconte comment 8 d'entre elles sont extirpées d'Auschwitz sans qu'elles comprennent pourquoi, du jour au lendemain, et traversent l'Allemagne, on est en janvier 1944, traversent l'Allemagne dans un train avec 2 gardes qui les accompagnent, mais vraiment de façon très, très légère. Elles arrivent à Berlin, elles prennent le métro pour changer de garde dans Berlin. Enfin, il y a une dizaine de pages dans Une connaissance inutile qui raconte ce voyage hors du temps. Elles passent d'un camp de concentration à un autre, et elles font ça en train et en métro, et sans comprendre, une fois de plus, nous, et pas dans des wagons à bestiaux, dans un train, assises dans un compartiment, même si c'était des 3e classes. Mais quand on lit l'épisode de Raisko et l'épisode du départ pour Ravensbrück, ce qu'on comprend aussi, et ce que nous fait passer Delbo, c'est que quand la vie ne tient plus à rien, elle tient aussi parfois à une chance, à un miracle qui fait qui va nourrir plus tard le sentiment de culpabilité de celles qui sont revenues et qui diront « mais pourquoi moi ?» alors que je n'étais, dit Delbo, ni la plus courageuse, ni la plus forte, ni la plus solide. Mais pourquoi elle ? Parce qu'il y a ces instants-là où le destin ouvre une porte et leur permet de sortir de l'horreur. Bon, Ravensbrück, c'est pas non plus la colonie de vacances, mais c'est moins dur. C'est moins dur, elles le disent toutes, hein, les survivantes le disent toutes, parce que d'abord, c'est pas un camp d'extermination, donc elles ne sont pas menacées à chaque instant de chaque jour du four. Elles sont juste condamnées aux travaux forcés, hein, les travaux forcés des entreprises allemandes qui viennent se fournir en main-d'œuvre d'esclaves à très bas prix. Donc beaucoup sont tombées à Ravensbrück, pas dans le convoi de Charlotte. Celles qui sont arrivées à Ravensbrück en repartiront. Mais c'est quand même une année effectivement très difficile qui se termine en mai 1945, au moment où la Croix-Rouge internationale libère le camp de Ravensbrück. Est-ce que je peux... Oui, justement. Simplement parce que là, on avance dans la vie de Charlotte avec les 2 passages importants qui sont à la fois la résistance, l'engagement, d'où elle vient. Est-ce que ça vous embête si je vais demander aux comédiennes on va revenir sur un texte qu'elle a écrit après, dont tu as cité, qui est Une connaissance inutile, qu'elle a écrit, je crois, dans la fin des années 60, fin 70, je crois, et où c'est sa période, là, de résistance, c'est juste avant Romainville. Je demandais aux comédiennes de venir un texte où elle parle, le texte s'appelle, on le trouve dans Une connaissance inutile, Marseillaise coupée.
Donc on est là, témoignage de femmes dans une prison, enfin de Charlotte Delbos, pendant l'occupation, en l'occurrence en 1900, pendant l'été 42. Notre fenêtre était si haute, au ras du plafond, qu'il fallait pour se mettre à la fenêtre monter sur le fer du lit, se hausser sur les pointes, s'agripper des mains aux barreaux et s'y accrocher fort. Les mains faisaient mal. Les barreaux se marquaient en rouge, au creux des paumes. À tour de rôle, nous y grimpions pour parler avec les droits communs de l'aile voisine, restée sous l'administration pénitentiaire française. La plus grande partie de la santé était aux Allemands, peuplée de détenus politiques, qu'on n'appelait pas encore les résistants. Ce soir-là, Lucien et René tardaient, leur fenêtre était vide. Tu ne les vois toujours pas? Non, rien, répondait celle qui était accrochée au barreau à ses compagnes de cellule. Qui, de leur côté, faisaient le guet à la porte pour parer à une tournée imprévue de la surveillante. Toujours rien. Nous étions désespérés de ce désespoir bête qui fait pleurer les enfants quand on ne leur donne pas la chose promise. Voilà! Voilà, ils arrivent! Lucien, tout essoufflé, montre sa tête entre les barreaux de sa cellule, à l'autre bout de la cour. Pourquoi rentrez-vous si tard? On n'a presque plus le temps! On a été de corvée. On nous a fait installer la grande baignoire. La grande baignoire. Qu'est-ce que c'est? Le panier de son. Pour la tête! À la guillotine. Demain, il y en a 4. Alors c'est la grande. Vous savez, les 4 de la rue de Bussy. Nous ne savions pas. 4 gars qui ont pris la parole en plein marché, rue de Bussy. Un matin, À l'heure du marché. Quand toutes les femmes font la queue, il paraît qu'il y en a un qui est monté sur un étalage et il a lancé un appel à la bagarre contre les frites. après, il a voulu s'enfuir avec les 3 copains qui le protégeaient. Mais la police les a rattrapés. Sont passés en cours spéciale. Tous à mort. C'est pour demain matin. Par ici, chez les Français. Les 4 de la rue de Bussy. 4 des nôtres. Si nous savions leur nom. Peut-être les connaissons-nous? Cette nuit, aucune de nous n'a dormi. Nous avons entendu toutes les heures. Nous avons vu le plafond s'éclaircir. Le jour monter. L'ombre des premiers barreaux se poser, flou. À peine marqué. Sur le mur. 4 heures. Ce doit être l'heure. Lointaine d'abord, parce qu'elle vient d'une aile située derrière la nôtre. Puis, de plus en plus claire, la Marseillaise éclate. De plus en plus clair, au fur et à mesure qu'ils avancent vers le milieu de cette cour qui doit être au centre de la prison. De plus en plus fort. Et nous distinguons les voix. 4 voix mal accordées qui toutes les 4 se gonflent. À leur plus grande portée possible. Le premier couplet fini. Ils doivent attendre, debout, près de la guillotine. Les voix ne bougent plus. Ils reprennent leur respiration pour attaquer le refrain. Et les voix s'enflent de nouveau, pleines, égales. Mais, après les 2 premiers mots du refrain, il n'y a plus que 3 voix. Toujours aussi égales. Articulant bien toutes les paroles. Puis, 2, Puis, une seule voix.
qui s'efforce et s'élargit à la limite extrême, pourra elle seule se faire entendre de toute la prison. Une seule voix qui est coupée net à son tour. La tête est tombée au milieu d'un mot. Un mot qui reste suspendu, coupé. Dans un silence intolérable. Pour un instant seulement. La chante, s'élève de nouveau, repris par les hommes du quartier politique qui chantent du fond de leur cellule. C'était pendant l'été 1942. Donc, cet épisode montre à quel point Charlotte était intégrée à un monde militant. Au moment où elle a été emprisonnée, quand elle revient de Caen en 1945, plus jamais elle n'intégrera d'organisation. À son retour de Caen, elle est extrêmement affaiblie. La première personne qui a contact avec elle quand elle est encore entre les mains de la Croix-Rouge, c'est Jouvet. C'est Jouvet qui va veiller à lui faire envoyer nourriture, vêtements, enfin bref, à même rétablir le contact avec sa famille à elle, avec sa mère et Charlotte. Et dès qu'elle va revenir, elle va essayer de retravailler pour lui. Mais vous imaginez sans difficulté l'état physique de quelqu'un qui a passé 2 ans et des poussières en déportation. Elle n'a pas la force de travailler pour Jouvet. En début 1946, elle sera en Suisse, au Mont-sur-Lausanne, dans une maison qui avait été montée exprès par Geneviève de Gaulle pour le rétablissement des femmes déportées. C'est là qu'elle rencontrera Marie-Lisa Norman, Ida Grinspan qu'on a vu hier, pardon, qui était aussi sortie du camp, mais qui, elle, avait été prise pour raison raciale. Ce sera une exception d'ailleurs dans cette maison de repos. Mais surtout, c'est à ce moment-là que Charlotte Delbo va écrire « Aucun de nous ne reviendra », le premier tome de Auschwitz et après, dont j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'exemplaires en vente en ce moment, mais que vous devriez pouvoir retrouver dans une bonne librairie, Le Furet ou ailleurs, ici. Et c'est un livre qui a été écrit en 1946, mais il faut bien savoir une chose, quand Charlotte Delbo écrit, elle ne veut pas écrire un récit ou un témoignage. Elle veut faire œuvre de littérature. Donc, elle écrit ce livre. Elle met un morceau de quelque chose sur la pile de papier, tout ça dans un tiroir, et elle dit maintenant, il faut attendre pour savoir si c'est vraiment la littérature. Elle range le tout. Et c'est comme ça que ce livre ne sera publié que 20 ans plus tard, en 1965. Pour ceux qui ont déjà mis des idées sur papier avec l'éventuelle ambition de le publier, imaginez ce que ça veut dire que d'avoir 20 ans de patience en se disant « je veux vraiment être sûr de faire de la littérature ». La vie des maisons d'édition serait un peu changée si tout le monde procédait comme ça. Donc c'est une femme de caractère, ça c'est clair. Étant trop affaiblie pour travailler pour Jouvet, elle décide d'aller travailler à Genève, pour les organisations de l'ONU qui sont basées à Genève. Elle va travailler à Genève, mais elle va être envoyée en mission en Palestine, elle va être envoyée en mission en Grèce et ailleurs. Elle va travailler pour l'ONU jusqu'à 60. Je voudrais juste rappeler 2 choses. D'une part, qu'elle va suivre Jouvet jusqu'au bout. Ils vont rester amis.
Elle va aller à ses spectacles. Je crois qu'elle a même été en Égypte voir des spectacles de Jouvet. C'est proprement incroyable. Et deuxièmement, elle n'était plus communiste, mais elle avait des idéaux. Mais c'était une femme volontaire qui a tenu à aller en 1959 en URSS pour s'assurer de ce qui s'y passait. Et elle s'en est fort bien assurée, donc elle en a tiré des conclusions assez claires. Et à son retour, ces conclusions étaient plus que claires. Autrement dit, ses relations avec ses amis communistes sont devenues très très compliquées parce qu'elle a écrit un livre qui n'a jamais été publié, qui s'appelle Un métro nommé Lénine. Et ce livre, bien sûr, reprend des expériences que d'autres avaient faites avant elle. Donc, il y a des éditeurs qui ont dit ça a déjà été écrit, on ne peut pas le publier. Il n'empêche que venant d'elle, c'est peut-être sans doute autre chose et qu'elle a fait une remarquable préface dont j'espère qu'un jour elle sera publiée. Mais toujours est-il que Charlotte Delbos n'en reste pas là. Nous sommes donc en 1960, la guerre d'Algérie, qui n'est pas une guerre, je vous le rappelle à l'époque, une petite opération de police, la chatouille, et donc elle décide de revenir en France. Parce que quand même, elle était bien payée en Suisse, tout allait bien, il fallait faire quelque chose, on ne pouvait pas laisser passer la guerre d'Algérie. Elle revient en France, et elle publie en 61 un ouvrage remarquable, qui n'était pas inventé ici, mais si vous battez, vous le trouverez, qui s'appelle Les Belles Lettres. C'est un ouvrage qui me laisse toujours pantois à chaque fois que je le regarde, parce qu'elle a fait une sélection de lettres de gens qui ont refusé la guerre, soit comme objecteurs de conscience, soit comme Algériens, soit pour des tas de raisons. Et dans ce recueil, ce choix de texte commenté par Charlotte Delbos, c'est remarquablement fait. Il y a en particulier quelques pages qui éreintent le Parti communiste français, dont Maurice Thorez était le premier dirigeant, qui l'attaque directement, en expliquant qu'on sait très très bien de citer Lénine pour dire que la juste position, c'est d'appartenir au peuple qui est mobilisé dans l'armée française, parce que c'est comme ça que Lénine a fait. Sauf que Lénine n'a pas du tout fait ça pendant la Révolution russe, et que de toute manière aujourd'hui, en termes de période de guerre coloniale, ça n'a aucun sens. La préface et le texte de Charlotte Delbos sur l'URSS avait déjà circulé en 59-60. Le livre de 61 va achever de la brouiller avec un certain nombre de ses amis communistes. Ça a même posé de graves problèmes avec des camarades de déportation à elle. On en a rencontré une, c'était il y a 3 ans, qui rétrospectivement se disait mais je ne comprends pas comment je n'ai pas pu être d'accord avec Charlotte sur l'Algérie. Elle suivait la ligne du parti, ça Cécile, plus suiviste de la ligne du parti, c'était pas possible, mais il y a beaucoup de gens qui étaient comme bref, Cécile Bourras. Donc c'est très très intéressant de voir le courage de la réflexion personnelle et individuelle qui ont été celles de Charlotte Delbos. Bref, elle revient, elle va travailler pour Henri Lefebvre, dont Violaine vous a parlé, qui avait été un peu son mentor à la fin des années 20, au début des années 30. Et elle va travailler avec lui dans un laboratoire de sociologie. Elle va prendre une certaine ampleur intellectuelle, mais surtout, à la suite de la parution des Belles Lettres, on va lui demander de publier un texte à elle, et dans une collection d'auteurs femmes à Genève, Gontier, et c'est là où elle va ressortir son manuscrit, enfin, et que aucun de nous ne reviendra, va paraître. À la suite de ça, elle va commencer à avoir une certaine forme de reconnaissance, et toujours en 65, en même temps presque qu'aucun de nous ne reviendra, va sortir un ouvrage absolument remarquable, qui s'appelle Le Convoi du 24 janvier, qu'on a déjà évoqué, qui en fait est de la plume de Charlotte Delbos, même si beaucoup de gens ont collaboré. C'est donc 230 biographies, portraits, des 230 personnes qui ont été déportées, y compris le sien, qui mérite le détour d'ailleurs. Il y a une personne que Charlotte Delbos n'avait pas retrouvée, et que nous avons pu réussir à retrouver. On a même eu une correspondance ensuite, après l'apparition du livre, avec la fille de Madeleine Humideau, c'est ça, Madeleine ? Joséphine Humideau.
Mais ce livre est à recommander à tous les étudiants qui ont un travail de prosopographie à faire, où il y a plusieurs portraits. C'est écrit admirablement. C'est fait avec une pudeur et une intelligence rares. Et c'est un ouvrage qui est extrêmement utile parce qu'il y a, quand on prend l'ensemble des phénomènes de déportation ou autres, c'est une démarche rarissime que de collecter les biographies des survivants et des non-survivants 20 ans après. Et je connais des gens qui travaillent sur la déportation dans des contextes très différents, par exemple le contexte russe, et qui utilisent ce livre, parce que ça leur sert à comprendre. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que Charlotte Delbo a, entre autres spécificités, la capacité à montrer que ces déportés n'étaient pas des héroïnes, on n'est pas dans l'héroïsme du tout, et en même temps qu'elle savait être admirable. Et ça, c'est fascinant. C'est-à-dire que c'est le contrôle, c'est le contraire du discours sur l'héroïsme résistant. Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle peut le faire aussi bien que ça? C'est qu'elle rapporte aussi la vie des survivantes. Et après 1945, la vie a continué. Et là, l'héroïsme, ça ne peut pas se manifester de la même façon. Et donc, c'est le contraire des discours de l'époque, gaullistes ou communistes, sur l'héroïsme. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort, je pense, qui n'enlève rien à la force des personnages chez Charlotte Delbo, mais qui est tout à fait essentiel et qui explique sans doute aussi pourquoi beaucoup ont pu passer à côté, et pourquoi ça passait très très mal en France. Et puis on arrive à la fin des années 60, où là, en 70, elle va pouvoir publier la suite de sa trilogie. Et là, je te laisse parler aussi du théâtre. La suite, la trilogie de Charlotte, dans laquelle on ne compte pas le convoi d'ailleurs, ce qui est un peu une hérésie, parce qu'il y a un lien. Elle raconte Auschwitz, comme vous a dit Paul, dès 1946, même si c'est publié en 1965. Et quand Gontier lui dit « T'as pas un texte pour moi, un texte de femme » et qu'elle le sort, elle ne le retravaille pas, mais comme vous savez, les papiers, les encres avaient un peu pâli, elle le fait retaper à la machine par une de ses amies. Et cette amie-là lui dit « Mais attends, mais qu'est-ce qui est devenu Germaine, qu'est-ce qui est devenu Poupette, et Viva dans la vie, qu'est-ce qu'elle faisait, etc. » Et Charlotte dit « Mais tu trouves ça intéressant, toi ?» Et l'autre dit « Ben oui. » Et donc le convoi du 24 janvier, donc, puisque Charlotte décide à ce moment-là de recenser avec ses camarades survivants la totalité du convoi, donc le convoi du 24 janvier naît de « Aucun de nous ne reviendra ». Et en travaillant sur le convoi, Charlotte retrouve ses camarades, même si elles ont été un certain nombre à ne jamais se quitter et à vivre leur vie ensemble, enfin à se voir très régulièrement, mais elle en retrouve un certain nombre. Et c'est du convoi que naît l'idée de Mesures de nos jours, le tome 3 de la trilogie, qui est « Et toi, qu'est-ce que tu as fait au retour? Comment as-tu fait ?» Et donc chacune d'entre elles raconte. Et pour moi, c'est un des plus émouvants, parce que c'est vrai qu'aucun de nous qui est sur Auschwitz, une connaissance inutile qui est sur Raisko, Ravensbrück et le retour, c'est très fort, c'est le cœur de l'œuvre de Delbo. Mais Mesures de nos jours, il se lit dans Mesures de nos jours des choses qu'on n'a pas lues ailleurs, parce qu'on n'a pas donné la parole à ces hommes et à ces femmes-là 20 ans après. On a pu de temps en temps leur donner la parole en 1945, et pas pour beaucoup. Et puis, 40 ans après, d'autres ont écrit et témoignent parfois aujourd'hui, mais ils sont très âgés. En 1960, personne ne leur donnait la parole, personne n'est jamais revenu sur 20 ans plus tard. Certaines ont eu des enfants, d'autres n'en ont pas eu, certaines se sont mariées, d'autres n'ont pas pu. Certaines, il y en a une que j'aime beaucoup, moi, qui est très drôle, qui a épousé un déporté, en se disant « Moi, lui comprendra, Louise ». Et en fait, à la fin, elle dit « Bah oui », puis au bout de 20 ans, en fait, il n'y a plus qu'un déporté, et c'est lui. C'est lui qui est toujours malade, c'est lui qui a beaucoup souffert et tout, et voilà. Donc, il y a une multiplicité de regards sur ce retour et sur les années qui ont suivi. C'est d'une émotion incroyable, hein. Elles disent toutes, en fait, tout le monde croit que je suis rentrée, mais je ne suis pas rentrée, quoi. Je suis morte à Auschwitz.
Et d'ailleurs, si vous lisez Mesures de nos jours, le dernier texte de Françoise, c'est Charlotte dans son œuvre. Chaque fois que dans l'œuvre de Delbos, vous croisez une Françoise et un Paul, c'est Charlotte et Georges. Et donc, Charlotte témoigne à la fin. Et elle est sur refaire sa vie, sentimentalement. Donc, voilà, Mesures de nos jours. La trilogie, c'est ça, plus donc le convoi du 24 janvier qui devrait en faire partie. Donc, ces livres-là sortent tous en rafale de 65 à 70. Et Delbos ne va plus arrêter d'écrire, ne va plus cesser d'écrire. Et notamment, évidemment, en tant que fille spirituelle de Louis Jouvet, en tout cas élève et amie assidue, elle va se frotter au théâtre. Elle va écrire des pièces de théâtre. Ça va être avec la prose telle qu'on la lit dans la trilogie et la poésie, parce que la trilogie est aussi rythmée, les passages sont rythmés de poèmes. Elle va aussi se confronter au théâtre. Mais peut-être qu'on ne va pas déflorer la deuxième partie sur le théâtre. On va garder ça pour tout à l'heure. Parce qu'on y reviendra. On est là pour parler de son théâtre. Et donc, oui, le théâtre va être important. Et elle va publier toute une série de pièces avec plus ou moins de succès. C'est pas par son théâtre qu'elle est connue. Il y a une de ses pièces qu'elle montra elle-même en 75 qui s'appelle 74, pardon. Je suis entourée de puristes. Qui s'appelle Qui rapportera ses paroles et qui est une pièce chorale, c'est-à-dire qu'elle a 22 comédiennes, c'est-à-dire que symboliquement elle a une comédienne pour 10 déportés. Et quand on lit Qui rapportera ses paroles ou quand on a la chance de l'entendre, ce qui est moins courant parce qu'une pièce avec 22 comédiennes, c'est très compliqué à monter. Mais voilà, c'est une pièce qui est en résonance avec Aucun de nous ne reviendra. On retrouve les mêmes scènes, les mêmes thèmes. Et voilà, est-ce qu'on peut précisément en entendre un petit bout? Pas 22 comédiennes, mais proposer, parce qu'on l'avait aussi inclus évidemment en extrait. Je vais couper le chauffage, une minute. Parce que c'est une parole importante. Excusez-moi. Une différence? Ah oui. Voilà. Une parole importante. Je sais qu'on viendra camarade pour lui donner du champ plus libre autour du théâtre. Mais là, je voudrais qu'on entende un tout petit extrait de Qui rapportera ses paroles par les 4 mêmes comédiennes, avec une petite introduction qui est dans Une connaissance inutile, pour pouvoir resituer un tout petit peu. Voilà. Excusez-moi. Un matin de janvier 1943, nous arrivions. Les wagons s'étaient ouverts au bord d'une plaine glacée. C'était un endroit d'avant la géographie. Où étions-nous? Nous devions apprendre plus tard, 2 mois plus tard au moins. Nous, celles qui 2 mois plus tard étaient encore en vie. Que l'endroit se nommait Auschwitz. Nous n'aurions pu lui donner un nom. Yvonne Picard est morte, qui avait de si jolis seins. Yvonne Blech est morte, qui avait les yeux en amande et des mains qui disaient si bien. Mounette est morte, qui avait un si joli teint, une bouche toute gourmande et un rire si argentin. Aurore est morte, qui avait des yeux couleur de mauve. Tant de beauté, tant de jeunesse. Tant d'ardeur, tant de promesses. Toutes un courage des temps romains. Et Yvette aussi est morte, qui n'était ni jolie, ni rien, mais courageuse comme aucune autre. Et toi, Viva? Et moi, Charlotte. Et toi, Bado?
Et toi, Carmen, où êtes-vous? Là-bas, toutes nos phrases commençaient par « si nous rentrons ». Quand nous rentrerons? Il faut dire quand nous rentrerons. Je me vois bien rentrer. Enfin, il y a des jours où je me vois rentrer. Mais je ne vois pas au-delà. Je ne me vois pas me remettre dans les plis d'avant. Si nous pouvions reprendre le cours des choses, là où nous en sommes sortis. Non. Je ne vois pas ce que je ferai. Il ne faut pas y penser. Rentrez d'abord. Après, on verra. Je ne peux pas me voir dans les jours de la vie sans lui. Je pense à ma mère. Moi, j'allais à l'école et je ne pourrais pas y retourner. Je saurais trop de choses pour me remettre à l'étude. Je serais si vieille à côté des filles de l'école. Est-ce que je n'apprendrai pas à l'école me manquera le reste de ma vie? Pourrons-nous nous intéresser au récit des livres si nous rentrons? Quand nous rentrerons? Moi, je crois que la vie sera bien plus difficile pour nous après. Nous avons pris l'habitude de montrer nos visages nus. Peut-on aller sans masque dans la vie? Et peut-on soulever leur masque aux autres? Ils auront peur de nous. Ils se détourneront pour ne pas nous laisser voir leur visage, que nos yeux mettront à découvert. Comment ferons-nous pour être comme si nous n'avions jamais été ici? Nous expliquerons. Et personne ne comprendra. Nous ne pourrons jamais donner à voir ce que nous avons vu. Nous ennuierons les gens, comme nous ennuyaient ceux de 14. Ils n'en finissaient pas de nous raconter Verdun et nous ne comprenions pas. Qu'est-ce qui nous passionnera après? Avec toutes les nôtres que nous laisserons derrière nous? Nous ne les laisserons pas. Nous les emporterons avec nous, en nous. Même sans nom, elles seront en nous. Nous reverrons un regard, un geste. Peut-être dans nos rêves. Si je dois rentrer pour revoir tout cela en rêve, 70 jours que nous n'avons pas ôté nos robes, ce qu'elles doivent puer. Cela ne nous gêne pas autrement, parce que nos narines sont pleines de l'odeur du crématoire. si nous pouvions sentir les parfums, Quelque chose qu'on touche et qu'on ne touche pas. Opaque et transparent. Réel et irréel. moi, je ne connais pas les parfums. Justement, tu auras tout à aimer. Si les hommes qui nous aimaient voyaient ce qu'on a fait de nous, Qui rapportera ces paroles? Quatre camarades comédiennes, donc Annick Gernaise, Céline Dupuis, Catherine Gilleron et Marie Poitrel. On parlera tout à l'heure de... Bon, c'est dur. C'est un extrait. Des voix. Oui, on reviendra sur le théâtre de Charlotte après. Peut-être c'est le moment de s'interroger parce que donc Charlotte ne va plus cesser d'écrire. Elle meurt en 85
mais elle prend sa retraite du CNRS en 78, mais de 65 à 85, elle ne va pas cesser d'écrire. Elle va donc écrire les pièces de théâtre, elle va donc écrire la trilogie, elle va écrire des poèmes, elle va écrire des tribunes, elle va tenir régulièrement des tribunes dans le journal Le Monde, elle va faire des conférences, elle ne va pas cesser d'écrire. Et c'est le moment où peut-être on peut s'interroger sur pourquoi cette femme qui n'a pas cessé d'écrire a cessé d'être lue. C'est la première question que nous nous sommes posées, toi et moi, quand on a décidé d'écrire cette biographie. Je ne vous dis pas qu'on a les réponses. On a des intuitions, mais parce que c'est compliqué, parce qu'on ne comprend pas, quand on entend ça, on se dit mais mince, pourquoi est-ce que ça se perd, quoi? Pourquoi ça s'oublie? Pourquoi est-ce qu'on lit? Pourquoi est-ce qu'on lit tout le temps? On lit, et avec bonheur d'ailleurs, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lire les autres, mais pourquoi on lit Primo Levi, pourquoi on lit Samprin, pourquoi on lit Antelme, et pourquoi on ne lit pas Delbo? Donc c'est une question auquel on a essayé d'apporter des réponses, on a un peu chacune les nôtres. Moi, la mienne, personnellement, c'est... et dit comme ça va vous paraître caricatural, mais je vais développer, je vous promets. On la lit moins parce que c'est une femme. Alors c'est une femme, et c'est une femme, et elle est moins lue à plusieurs raisons parce qu'elle est une femme. L'une d'entre elles, c'est qu'en tant que femme, elle raconte la concentration vue par les femmes. Elle n'est pas la seule, il y a beaucoup de témoignages. Tillon a écrit des choses formidables sur Ravensbrück, il y a beaucoup de femmes qui ont écrit. Il y en a très peu qui ont atteint, comme Delbo, le point où le témoignage, où l'expérience devient littérature, avec la force de la littérature, celle que vous avez entendue là à l'instant. C'est-à-dire que, quel que soit le moment de sa vie où on ouvre un livre de Delbo, où on le lit, où on le relit, où on le re-relit, on est cueilli de la même façon émotionnellement. Et je pense que comme elle est une femme qui parle des femmes, c'est difficile, et notamment c'est difficile à lire pour des hommes. Non pas parce que les hommes sont moins sensibles ou plus sensibles que les femmes, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ce dont elle parle aux hommes, elle leur parle de leur mère, elle leur parle de leur fille, de leur femme, de leur sœur. C'est-à-dire qu'il y a une projection immédiate, et une projection sans doute d'autant plus violente que Charlotte a une écriture du corps. Elle est dans le ressenti. Elle dit, à un moment, on l'a entendu tout à l'heure par l'une des comédiennes, elle veut donner à voir, mais au-delà de donner à voir, elle veut donner à sentir et à ressentir. Et quand elle écrit sur le froid, quand elle écrit sur la faim, quand elle écrit sur la soif, on ressent ce froid, cette soif, cette faim, cette crasse. Elle a des mots extrêmement violents sur mourir guillotiné, c'est pas grave, mourir fusillé, c'est pas grave, mais mourir de la dysenterie en se vidant, sans rien pouvoir y faire, avec la diarrhée qui coule le long des jambes. Charlotte, elle vous parle de ça, et je pense que la force de son écriture est difficilement recevable, et sans doute pour beaucoup d'hommes qui, rappelons-le, à l'époque, même si c'est toujours un peu vrai, tenaient le milieu littéraire et les maisons d'édition. Donc étaient les premiers lecteurs de Delbo. Donc ça, c'est la première version. La deuxième étant que, me semble-t-il, dans l'inconscient collectif, là on va passer à l'étape du dessus, mais dans l'inconscient collectif, il me semble que le guerrier est un homme. C'est-à-dire qu'un homme s'engage pour son pays, qu'un homme soit torturé, qu'un homme soit fusillé, c'est normal, oui, acceptable, tu as raison. Mais ça fait partie du rôle des hommes. Ça ne fait pas partie du rôle des femmes. Les femmes, elles sont dévolues à autre chose. La preuve en est, au-delà de Charlotte, que si vous pensez au peu de place que la mémoire nationale accorde aux femmes de la résistance, comparé à leur rôle, la résistance française, sans les femmes, il n'y aurait pas eu de résistance française. C'est-à-dire que ça n'était pas uniquement, comme on l'a dit, des petites mains qui hébergeaient des soldats, qui les planquaient, qui leur faisaient à manger, qui éventuellement servaient de courrier.
vous aviez des chimistes qui faisaient des bombes, vous aviez des femmes qui faisaient dérailler des trains, elles étaient des courriers, elles prenaient des risques, elles transportaient des armes. La résistance des femmes est au moins aussi importante que celle des hommes, et l'une sans l'autre n'aurait rien donné. Or, aujourd'hui, la mémoire de la résistance française féminine, ça passe par quoi? Ça passe par des héroïnes, ça passe par Danielle Casanova. Elle n'est pas revenue, c'est tragique. Bertie Albrecht, qui est morte aussi. Donc, ça passe soit par des héroïnes mortes, soit par des épouses, comme Lucie Aubrac. Et Lucie Aubrac, elle a fait tout ça que par amour pour son mari. Ça passe par des caricatures, si je puis dire, des caricatures, c'est un peu exagéré, mais en tout cas, des visions de la femme très particulières. Ça ne passe pas par la femme combattante, ça ne passe pas par la femme guerrière. Et Delbo tombe là-dedans. Non pas qu'elle se présente comme une guerrière, hein, c'est pas du tout ça. Delbo, elle parle pas d'elle, jamais. Dans toute son œuvre, elle parle du nous, elle parle du groupe, mais elle parle du groupe des femmes. Et donc, à mon avis, voilà, ma perception à moi, c'est que elle n'est pas lue parce qu'elle est une femme et qu'elle devrait aujourd'hui enfin être lue parce qu'elle est une femme aussi. Mais l'historien a une autre vision des choses. Ça n'implique pas que l'historien n'est pas d'accord avec la journaliste. D'abord, une chose toute bête, c'est que sur les titres de résistants officiels décernés en France, il y a seulement 10% de femmes. Donc on n'est pas juste dans un discours global sur la mémoire, on peut sortir des statistiques. La deuxième chose que je voulais dire en complément de ce que vient de dire Violaine, c'est que nos bons héros, s'ils n'avaient pas été nourris, ils n'auraient pas été des héros. Parce qu'on peut avoir un pistolet et une balle, mais si on ne mange pas pendant une semaine, on ne tire pas la balle parce qu'on est mort. Donc même des fonctions qui sont très dévaluées parce qu'elles sont moins glorieuses que certains actes militaires, ces fonctions, c'est comme dans les vraies armées, sans logistique. Il n'y a pas d'armée. Et les guerres de Napoléon l'ont prouvé. Donc c'est une affaire qui est aussi, même sur un plan strictement militaire, tout à fait avérée. Maintenant, pour venir aux autres dimensions, en sachant que je suis totalement d'accord avec Violaine sur cette dimension féminine, et que j'ajouterais même, parce que je suis sans doute encore plus mauvais esprit, une autre chose, c'est parce qu'on parle de la France et de la place des femmes en France. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que tous les collègues que j'ai à l'étranger qui s'occupent de gender studies ou autres connaissent Charlotte Delvaux. Elle est plus connue dans les universités américaines ou anglaises qu'en France. C'est-à-dire que la France, de ce point de vue-là, est de façon charmante, certes, mais misogyne. Parce qu'il y a une telle image de la France, la femme française, etc. Oui, mais en même temps, elle est éliminée d'un certain nombre de secteurs de la société ou de rôles. Donc il y a cette ambiguïté française qui est tout à fait significative. Et voilà, une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans cette biographie, c'est que pour moi, ça me rappelait... j'ai une mère qui est américaine, et ça me rappelait des choses que moi j'entendais à la maison sur... la France, c'est un pays bizarre de ce point de vue-là. Et Charlotte était une illustration absolument extraordinaire de cette mise en avant d'un certain côté des femmes et en même temps leur réduction à des fonctions finalement bien réduites. Et puis dans le cas de Charlotte Delvaux, il y a d'autres aspects, et en particulier il y a deux choses qui sont très très complexes. De ces deux choses, on va commencer par peut-être la plus simple à comprendre aujourd'hui, c'est le rapport au communisme. Charlotte Delvaux, c'est quelqu'un qui est entrée en résistance parce qu'elle était communiste. Et elle était mariée à un communiste, qui était quand même un communiste qui travaillait aussi à Moscou. On a trouvé trace de 3 de ses voyages dans les archives du RGASPI à Moscou, qu'on a réussi à récupérer parce que, voilà, même des choses impossibles sont possibles. Elle part de cette situation-là. Et elle s'éloigne du communisme. On a vu la rupture importante en 1959, mais elle s'en éloigne progressivement parce que déjà, dans les camps, et juste après, quand elle apprend par exemple qu'une de ses camarades tchèques s'est fait gentiment violer par une série de soldats russes, soviétiques,
ça lui a pas vraiment plu. Quand elle apprend des choses qui se passent en Pologne, ça lui plaît pas spécialement non plus. Mais elle a du mal à y croire. Il faut vraiment qu'elle aille à Moscou pour saisir. Et ensuite, quand elle va attaquer en 61 Thorez sur la façon dont le Parti communiste soutenait la guerre d'Algérie, tout en disant qu'il ne la soutenait pas, là, la rupture va être assez radicale. Mais il faut bien comprendre qu'en France, à l'époque, dans les années de 50 à 90, il y a deux possibilités de base pour quelqu'un qui a été dans le parti. Soit il y reste, soit, quand il est dans un milieu un peu intellectuel, il devient anticommuniste professionnel. On a Garoudi, on a Kriegel, on a une série comme ça. Parce qu'elle, c'est pas encore la génération, il y a beaucoup de gauchistes qui ont ensuite retourné leur veste, comme on a tous les jours aujourd'hui à la radio ou à la télévision. Or, Charlotte, elle est très critique face à l'URSS, mais jamais, au grand jamais, elle n'accepterait d'apparaître juste comme l'anticommuniste de service qui va avoir une qualité parce que elle critique les méchants communistes. Charlotte, elle critique tout le monde. 380 degrés, elle tire dans tous les sens. Et radicalement. Pourquoi? Parce que pour elle, ce qui compte, c'est les valeurs. C'est pas l'affiliation. Et ça m'amène à un deuxième élément tout à fait essentiel. Pourquoi est-ce que Charlotte a une place aussi réduite, à mon sens? C'est parce que c'est quelqu'un qui refuse l'allégeance. Et la vie intellectuelle française est faite de lèche-cul. Pour résumer. Donc, quand vous avez quelqu'un qui peut être très gentil avec vous, mais si un jour vous écrivez un livre qui est moins bon, on vous dit entre 4 heures, regarde, ce livre n'est pas bon, déjà, ça passe pas très bien. Mais quand on voit ça au niveau de ce qu'était Charlotte, l'ampleur de ses vues, elle n'a jamais voulu appartenir à une coterie. Et ça, dans la vie intellectuelle française, les isolés sont laminés. Elle a payé le prix de la liberté. Or, dans une société qui, comme aujourd'hui, prétend tellement croire à la liberté, ça m'a semblé vraiment essentiel de rappeler cette parole libre-là. Alors, la liberté plus la femme, manifestement, mauvais cocktail. Voilà quoi. Et c'est ça qui a fait qu'avec Violaine, on s'est retrouvés, qu'on a passé des mois et des mois à une activité totalement absurde, à savoir écrire la biographie de quelqu'un qui ne voulait pas qu'on connaisse sa vie. C'est quand même aussi un peu ça. Charlotte, son truc, c'était de dire, il y a mes œuvres, et le reste, on efface tout. Mais, et ceux qui ont lu ou qui liront la biographie, je l'espère, comprendront que sans la biographie, il y a aujourd'hui des choses qu'on a du mal à comprendre. Et nous, le pari qu'on fait est très très simple. Hein. Si on dit « Ah, vous ne voulez pas lire la biographie, c'est pas grave, lisez Charlotte, on est tranquille, vous lirez la biographie après. » Pourquoi? Parce que c'est une écriture, c'est une démarche qui aujourd'hui sont tellement singulières, tellement exceptionnelles. On n'a pas tellement d'équivalent quand même. Hein. Quand on nous dit « Ah, vous nous faites une nouvelle biographie comme ça », on fait « Ah, oui, d'accord. » Et sur quel sujet? Qui est l'objet de la biographie? Alors là, il n'y a plus personne qui nous répond. Évidemment, hein. On est toujours prêt à avoir de nouvelles propositions. Mais, pourquoi? Parce que c'est un cas totalement exceptionnel. Il n'y a pas tous les jours un écrivain comme ça, d'une qualité pareille, qui réussit à disparaître, parce que le but de la biographie, c'est qu'on la fasse lire aussi. Et il y a peu de gens auxquels on a envie de consacrer autant d'efforts pour qu'on les lise eux. Hein, je peux vous dire, la majorité des biographies, c'est pour qu'on lise le biographe. Hein, c'est la base. Donc, et là, c'était une démarche un peu inverse, un peu folle sans doute, mais Charlotte est quelqu'un qui, je pense, exigeait une démarche d'explication parce que dans la société française, cette femme était vraiment exceptionnelle, non seulement en tant qu'artiste, en tant que poète, en tant qu'écrivain. Regardez, c'est facile. Pour comprendre la qualité de cette écriture, il faut comprendre une chose simple. C'est toi qui as lu ses œuvres. Quand on te demande alors ça, la connaissance inutile, c'est quoi comme genre littéraire? Tu réponds ah. Ouais, c'est Charlotte. Comment dire? Comme beaucoup de choses d'ailleurs.
Oui, c'est une force, je rebondis, et comme je ne suis pas là pour vendre de livres, je le fais d'autant plus volontiers que je n'aime pas les biographies, et quand même, voilà. Mais en lisant, non, mais c'est, à propos de Charlotte Delbo, j'en avais besoin, ceci dit, parenthèse, quand tu m'as proposé le livre, et effectivement, cette biographie est autre chose, à cause évidemment du talent des deux auteurs, enfin des deux géniteurs, mais aussi de cette vie qui va jusqu'au bout, puisque tu l'accompagnes jusqu'au bout. Et je trouve que tu finis les phrases de Delbo quelque part, enfin vous finissez historiquement, c'est-à-dire qu'on a le détail, tous les gens qu'elle invoque, vous avez « Où es-tu toi, Viva, et toi ?» On a dans le livre où elles sont, ce qu'elles sont devenues, vous avez été fouillé dans les archives départementales aussi, du parti, ou enfin, vous avez été cher avec Coinsto, vraiment bizarre. Et on a tout, et en même temps, on a le fleuve de cette femme, la vie. Alors, je ne dis pas ça pour vendre le livre du tout, mais c'est une biographie dont il ne faut pas du tout se méfier. Mais on a un écho avec Charlotte Delbo, le côté lapidaire qu'il y a chez Delbo. On dit qu'est-ce que c'est la Delbo? C'est pas parce que c'est aux éditions de Minuit d'ailleurs, où il y avait Beckett aussi, mais elle a aussi, elle travaille par éclat. Je ne sais pas ce qu'on pense théâtralement, même s'il y a parfois de longs textes, mais c'est très incisif, très concis, c'est des éclats de choses qu'elle donne, extrêmement concrètes, et que j'aime beaucoup, comme un verre cassé. Je trouve qu'il y a ce côté physique chez elle dans l'écriture, et qu'effectivement, dans la biographie, on a tout le développement très sur sa période de résistance, sur sa jeunesse aussi, sur l'après-guerre, où elle adore les voitures comme Françoise Sagan. Enfin, je veux dire, elle s'achète des petites voitures coupées. On va entendre tout à l'heure aussi sa voix. Vous allez voir quelle voix, elle est incroyable. Enfin, elle n'est pas du tout dans la typologie de la masse victimaire des femmes revenant d'Auschwitz, puisqu'elle raconte ça dans le détail, et elle fait comme cette chose extraordinaire qu'on a dans beaucoup de ces... c'est qu'elle fait attention, non pas seulement à tout comme femme, mais à tout le monde. Et on sait tout ce que les hommes ne disent pas, même Anthelme, que j'aime beaucoup, on a dans ses témoignages, elle fait attention, elle sait qui, tout le temps, quel que soit l'âge de la femme, de la camarade de détention, de résistance, de survivance. Elle, et moi je ne l'ai pas connue du tout, Charlotte Delbo, hein, du tout. Donc elle sait tout, et elle a survécu à ça sans être, comment dire, un fantôme. Il n'y a que ses compagnons qui sont des spectres, mais des spectres de théâtre, c'est-à-dire avec qui on peut parler. On en parlera peut-être tout à l'heure, le spectre d'Hamlet, évidemment. C'est un vrai mec qui joue Hamlet, qui est le spectre d'Hamlet, il dit « Ah ouais, je suis ton père et tout, il faut parler avec lui. » Mais au théâtre, on ne va pas dire qu'il est mort. Elle a dit ils sont morts. Ils sont vraiment morts, mais je parle. Et puis quand elle parle, après, c'est pas le miséréré, c'est pas la supplication, c'est pas une bonne sœur. Elle vit bien, enfin elle vit bien, je veux dire, elle aime la vie, on entendra un de ses textes. Et dans le livre, dans la biographie, on voit ça, y compris le théâtre, mais aussi la danse, elle s'engueule avec des gens, question sur des principes, c'est-à-dire vraiment elle est anomique quelque part. Moi j'ai trouvé, je ne suis pas spécialiste du tout des écrivaines ou des auteurs de l'après, de la survivance, hein, mais j'ai lu beaucoup de témoignages de femmes. C'est pas des témoignages, c'est au-delà des témoignages. Enfin pour moi, j'ai un avis personnel, je ne sais pas ce qu'on pense. Voilà. Peut-être j'ai pris beaucoup de temps là. Je voudrais juste ajouter un mot en complément à ce qu'a dit en particulier Violaine sur le fait qu'elle a été peu lue parce qu'elle était une femme. Et cet après-midi, ce midi, quand on déjeunait ensemble, tu nous demandais, et vous, à Dominique et moi, comment en tant qu'homme vous lisez Delbo. Et ce que je voudrais juste ajouter, c'est qu'elle parle des femmes, évidemment. Elle parle en femme, mais elle parle aussi magnifiquement des hommes. Sa dernière pièce de théâtre s'appelle « Les hommes », et elle a un regard de femme, j'écris femme au pluriel ici, le regard des femmes sur les hommes qui sont des co-détenus, dont elle sait qu'ils vont être fusillés, dont elle sait qu'ils ont peut-être moins de force, les hommes. Et il y a là une sympathie, une affection, une tendresse, une compassion pour les hommes qui est admirable. Et je crois que j'ai rarement vu un écrivain parler comme cela des hommes et
en tant qu'homme, ça fait une très étrange impression. Et même beaucoup de bien. Mais je voulais dire que ça, c'est très intéressant. Non, c'est très intéressant parce que justement, c'est une vraie vision féminine sur les hommes qui dépasse les espèces de clichés qu'on a, Mars, Vénus et autres foutaises qu'on essaie de nous vendre. Et là, c'est vraiment passionnant parce qu'elle a un regard sur les hommes qui montre leur faiblesse, tout en n'imposant pas une forme de mépris, parce que d'habitude, faiblesse, donc mépris. Et là, pas du tout. Et c'est ça qui est aussi, je pense, qui a été longtemps inacceptable. Parce qu'effectivement, on lit les autres, même Primo Levi, et on n'a pas ça. Et ça, c'est vraiment profondément original. Et ça mérite, je pense, une attention singulière aujourd'hui où on essaye de vendre des stéréotypes, parce qu'on va vraiment au-delà des stéréotypes standards. Et il y a une richesse. Un autre élément que je voulais souligner avant qu'on puisse passer à autre chose, c'est si vous lisez la Mémoire et les jours, c'est-à-dire son dernier livre publié par Berg International qui vient de ressortir, donc qui est disponible, c'est un recueil de poèmes, d'essais, enfin c'est difficile de qualifier le genre littéraire. Il y a plusieurs analyses dans ce livre, de situations extrêmement diverses, de retours de déportation, et c'est un livre qui a une qualité d'analyse à la fois sociologique, philosophique et je dirais poétique, qui est vraiment très très stimulante pour penser à des tas de questions qui se posent aujourd'hui et qui ne sont pourtant pas traitées dans ce livre. Et j'encourage à le lire, d'autant plus que, comme toujours, c'est Charlotte, c'est une forme concentrée. Vous avez entendu les textes qui nous ont été présentés, ce sont des extraits. Mais vous voyez la densité de la parole. Charlotte, c'est une... Moi, je ne sais pas, j'ai discuté avec plusieurs actrices qui avaient porté cette parole. En général, elles étaient toutes marquées parce qu'elles savaient qu'en disant un mot, il y avait tellement de choses dans le mot qu'elles faisaient attention à quasiment tous les mots. C'est impressionnant comme expérience. Et les gens qui aujourd'hui sont en train de préparer la version audio-livre de Auschwitz et après, ils font un travail faramineux parce qu'ils se sont rendus compte que dans la façon dont Charlotte avait choisi ligne par ligne la présentation de l'ouvrage, il devait tenir compte des blancs et des passages à la ligne. Parce que vous imaginez lire pour un aveugle un poème en prose, les problèmes que ça peut poser, pour rendre compte du poème, alors que, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont réussi à trouver, à inventer une forme de diction, de lecture, qui rende compte de ça, pour des non-voyants. Mais ça les passionne comme travail. Et c'est aussi, je pense, un indice de force d'écriture qui ne ment pas. Est-ce qu'on fait une pause ou est-ce qu'on a la parole pour quelques questions? Quelques questions, oui, dans la salle. Après, on fera une pause et puis on excusera Paul Gradvold qui à 4h30 devra nous quitter. Il a un train, il doit être demain matin à Varsovie. Et je le remercie d'autant plus d'être venu aujourd'hui à nous. Si j'ai bon souvenir, dans votre émission de France Culture, qui m'avait donné envie, vous aviez parlé, vous aviez été interviewé, je ne sais plus si c'était Michel Perrault, C'est Michel Perrault. C'est cette émission qui m'avait vraiment accroché. Il me semble que vous disiez qu'elle n'avait pas réussi à reconstruire sa vie. Voilà. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer peut-être Je n'ai pas lu encore la biographie. Alors, d'abord, il faut savoir, en tant que biographe, on se heurte chez Delbo à une volonté de destruction absolue de toutes les preuves de sa vie et à son goût pour le silence et la clandestinité. Mais on a quand même réussi. En fait, beaucoup de gens qu'on a côtoyés nous ont toujours dit elle n'a eu qu'un homme dans sa vie, elle n'a eu qu'un seul amour, c'était Georges Dudac, et elle n'a pas refait sa vie. Et d'ailleurs, dans Mesure de nos jours, elle dit on ne refait pas sa vie. Mais alors, c'est comme disait Dominique, et je trouve ça toujours très juste de le rappeler, parce qu'on est dans Auschwitz, on est dans tout ça, et on dit oh là là, oh là là, oh là là. Mais Charlotte, c'était une femme qui était dans la vie.
Et vraiment, elle aimait les voitures de sport, les fourrures, les parfums, les jolies robes. Enfin, c'était une femme vivante, heureuse. Elle aimait les couleurs, elle aimait rire. Et donc, évidemment, elle a aimé d'autres hommes. Évidemment, parce qu'elle était jeune, elle rentre de déportation. Elle a 32 ans. Elle est jeune. Elle est en pleine... Elle n'est pas en pleine force, mais elle est dans la force de vie. Et notamment, sa deuxième grande histoire d'amour, elle va la vivre au moment où elle décide d'aller en Russie. Début des années 50, elle se dit, je vais aller en Russie, voir ce qui se passe, en Union soviétique, on disait à l'époque, voir ce qui se passe, mais il vaut mieux que je sache le russe. Et du coup, elle se rapproche, elle est à l'ONU à l'époque, elle se rapproche de l'un des traducteurs de russe de l'ONU, qui est un jeune homme. Il a 15 ans de moins qu'elle, donc c'est un jeune homme. Il est russe blanc, sa famille était russe blanche, ils avaient fui la révolution, et lui était devenu communiste. Alors déjà, vous imaginez, c'était pas facile. Et il s'était engagé dans la résistance à 16 ans, etc., etc. Donc, en France, parce il s'était exilé en France. Il s'appelait Serge Samarine. Et nous, on a retrouvé des témoins de l'époque de Genève, de Charlotte, disant qu'effectivement, elle a vécu une histoire un peu de reconstruction affective avec Serge Samarine. Et en même temps, une histoire un petit peu... Elle avait 15 ans de plus, alors aujourd'hui, ça passe... Voilà, mais à l'époque, c'était quand même important. Elle avait sans doute, nous a dit le frère de Samarine, elle a eu ce rôle d'éveil intellectuel que Jouvet avait pu avoir avec elle, même si elle, avec Jouvet, a priori, c'était pas sexuel. Mais elle a eu ce rôle-là avec Samarine, et ils ont à peu près, de ce qu'on a pu recouper, ils ont dû vivre... Ils vivaient pas ensemble, ils avaient chacun leur appartement, mais ils se voyaient tous les jours. Leur histoire a dû durer 7 ans à peu près, 6-7 ans. Et puis Serge Samarine voulait construire une famille, Serge Samarine voulait des enfants. Charlotte n'a jamais eu d'enfants. Charlotte, a priori, ne pouvait pas avoir d'enfants parce que quand on rentre après 27 mois de déportation, on a subi des dégâts souvent irréversibles et elle avait de gros problèmes gynécologiques. Un autre de ses amis nous a dit que à Ravensbrück, elle travaillait dans les ateliers des couturières, celles qui cousaient les uniformes des soldats SS et qui triaient le linge et tout ça des arrivées. Et l'un de ses amis nous a raconté, qu'elle lui aurait raconté, qu'un jour elle avait eu à trier des enfants, des vêtements de petits-enfants. Et que ce jour-là, elle s'était dit, jamais je n'aurai d'enfant, jamais je ne mettrai au monde un enfant qui pourrait être confronté à cette horreur. Donc, elle n'a pas eu d'enfant, mais sentimentalement, oui, elle a refait sa vie. Et moi, je trouve que c'est très agréable de voir qu'elle a pu être heureuse, d'entendre, on nous en a parlé d'elle comme une femme qui riait beaucoup. À Genève, elle faisait des pique-niques la nuit dans les parcs de Genève. Donc, est-ce qu'elle a refait sa vie? Elle explique qu'elle ne refait pas sa vie et qu'on la continue et qu'on vit avec ses fantômes, mais qu'on vit avec et qu'on en rencontre d'autres. Mais oui, elle a eu cette chance, je pense, de pouvoir vivre un nouvel amour au retour. Ah oui, ils n'ont jamais vécu ensemble et elle disait à l'une de ses amies, elle disait j'ai de la place dans mon cœur mais pas dans ma salle de bain. Elle refusait de vivre avec un homme et de partager sa salle de bain. C'est la philosophie de la brosse à dents en amour. Est-ce qu'on pourrait dire un mot de cet étonnant dialogue entre Marcuse et Lefebvre? Très très curieuse. Moi je fais les histoires d'amour, lui fait des trucs intello, c'est comme ça. Filles, les garçons. Voilà, c'est philosophique l'amour.
c'est un des premiers livres de Charlotte, puisqu'il est sorti en 69, avant qu'on sorte vraiment la trilogie grecque. Et c'est une pièce dont je doute qu'on puisse vraiment la monter. Si, on peut la monter? Je pense que c'est une pièce à monter. Justement. Mais tu l'as déjà vue? Non, mais je pense en tant que metteur en scène que c'est une des rares pièces de Charlotte Delbo On peut vraiment monter. qui peut aujourd'hui avoir plus qu'un grand intérêt. Oui. Enfin, moi j'adore le texte. Au niveau dramatique, au niveau... Moi j'adore le texte. Il y a des tirades qui sont quand même assez longues, qui exigent une bonne concentration pour les gens qui écoutent. Et alors ce que j'adore dans ce texte, ce qu'il y a de vraiment original, c'est ce que vous voyez sur la droite. C'est-à-dire qu'elle a prévu un dispositif où les acteurs parlent et il y a des gens qui passent avec des panneaux à côté, avec des phrases très courtes. Où c'est pour projeter. Nos phrases projetées. Et alors, ce qui est fantastique, c'est que ces petites phrases projetées, ça c'est assez génialement fait, sont en correspondance directe ou indirecte avec ce qui se passe sur scène. En contradiction ou en complémentarité des dialogues. Et ça change, donc on ne peut jamais prévoir le rapport qu'il y a entre les deux. C'est donc tout à fait génial. Et en plus, c'est quand même des jeux de mots, puisque là je vois ni Dieu ni maître, hein, mais maître comme un maître étalon. Donc ça... C'est après mai 68. On est après mai 68, mais Charlotte n'était pas spécialement une 68arde. Elle a défilé, mais elle avait une distance avec les... C'est intéressant de voir sa position. Enfin, face à 68, elle était relativement critique, et d'ailleurs, un des éléments de cette critique, c'est peut-être cette pièce. Et la société est une fleur carnivore, je vois ça passer. Il y a toute une série de réflexions. Cette pièce, pour moi, est un peu un mystère, parce qu'à la fois elle est extrêmement riche. Il y a toute une dimension théorique qui prouve que Charlotte pensait vraiment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était capable de comprendre dans la logique propre de personnes qui ne sont pas si faciles que ça à comprendre. Moi, je prends beaucoup de collègues à l'université, je leur dis, alors bon, est-ce que vous pouvez me comprendre vraiment ce qu'a dit Marcuse là et ce qu'a dit Lefebvre là? Ouais, c'est pas du tout un bien partagé par le grand public, même par les collègues universitaires. C'est des gens qui sont compliqués à comprendre, qui ont une pensée vraiment complexe. Moi, Lefebvre, je l'ai utilisé relativement récemment pour faire une habilitation. C'est quelqu'un qui a une pensée sur l'espace qui est tout à fait remarquable. C'est vraiment très très complexe. Donc, Je rajouterai un petit truc. oui, bien sûr. Mais il y a et en même temps, il y a beaucoup d'humour. Il y a une vraie distance critique face au ton des discussions qu'on pouvait avoir. Donc moi, ce que je retiens de cette pièce, on ne va pas rentrer dans la théorie de la pièce, ce que je retiens, c'est la distance critique face au débat qu'il y avait. Et en même temps, Charlotte est quelqu'un, et ça, d'un point de vue intellectuel sur le fond, et c'est essentiel, c'est quelqu'un qui peut être lu de A jusqu'à Z, comme quelqu'un qui pense les rapports de domination de façon finalement assez différente de ce qu'a fait Bourdieu. Et pour les gens qui ont un goût pour la théorie ou philosophique ou sociologique, Charlotte est vraiment intéressante. Je voudrais rajouter quelque chose, Paul, par rapport à ce que tu disais sur qu'elle pensait vraiment. C'est que, en fait, Charlotte Delbo, quand même, d'abord avait l'intention au départ de devenir professeure de philosophie. C'est ce qu'elle dit dans l'entretien avec Jacques Chancel en 1974, quand il lui demande vous vouliez faire du théâtre. Elle dit bah non, moi je voulais être prof de philo. Donc elle avait un véritable amour et une passion pour la pensée, pour l'exercice de la pensée, pour les discussions et les débats. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais toute une partie de son œuvre théâtrale, ce sont des débats d'idées et de passionnés, etc. Donc elle avait vraiment le goût de la conversation, le goût du débat, et de plus elle a assisté à tous les cours d'Henri Lefebvre à Nanterre, qu'elle prenait en note, elle rédigeait, parce que paraît-il, ça je l'ai appris hier par une de ses compagnes, il était illisible, et donc elle était son assistante, elle rédigeait ses textes, donc on peut facilement imaginer que cette femme extrêmement intelligente et passionnée par la discussion et le débat d'idées s'imprégnait de tous ces cours. Donc dans ce texte, il y a effectivement, je suis d'accord, beaucoup d'humour, il y a un véritable débat
qui est sans arrêt relayé par ces projections de phrases qui viennent solliciter chez le spectateur, enfin pour l'instant auditeur puisqu'on ne l'a jamais vu monter, mais un questionnement. Il y a beaucoup de vivacité en fait chez Charlotte Delbo. C'est quelqu'un qui a une pensée très vive. Tous les témoignages le disent, elle était même un peu rosse, quoi. Elle était piquante, Donc il y a ça, et surtout, alors, je trouve, mais bon, après, Paul, tu es plus vraiment spécialiste de la question du rapport avec le communisme et les communistes, et il y a vraiment un souffle libertaire dans cette pièce, qui est très agréable et qui je trouve, rend compte des années 70 et surtout de 68, cette espèce d'ouverture d'esprit, qui sollicitait l'imaginaire, où il y avait tellement d'espoir, tellement envie de casser les frontières, que les ouvriers parlent aux étudiants, etc. Et dans cette pièce, il y a ça. Et on sent chez elle, et là c'est peut-être une projection de ma part, mais encore on peut s'appuyer sur ce qu'elle disait quand elle disait « Je n'écris pas pour mon temps, j'écris pour les générations futures ». C'est-à-dire, c'est pour ça qu'elle n'a jamais été amère. Hein. Je crois que tu as eu beaucoup de témoignages là-dessus, mais c'était pas quelqu'un d'amer sur le fait qu'on ne la reconnaisse pas au moment où elle écrivait. Parce qu'elle disait « Je n'écris pas pour mon temps, j'écris pour les générations futures ». Et donc, quand il y a 68, on sent son regard sur la génération qui est en train de se battre, enfin, de lutter. On sent un regard plein de tendresse, mais aussi plein d'empathie, enfin, elle les fait parler. Elle les fait parler. Et elle dit une très belle phrase, mais je vous la révèle, tant pis, je vous la lire après, mais tant pis. Mais moi, je trouve que c'est super, cette phrase-là. Elle voulait, à la fin, voilà, une étudiante qui dit, au mois de mai, alors bon, il y a la phrase que tout le monde connaît, hein, il faut vouloir l'impossible pour obtenir tout le possible. Au mois de mai, nous avons effleuré le possible, et cela, personne ne l'oubliera. Et d'avoir une fois dans sa vie effleuré le possible, cela donne des ailes pour l'avenir. Bon, moi, je trouve qu'on sent que chez elle, il y a, même si du haut de son expérience de résistante, de communiste, etc., elle avait un regard sur cette jeunesse qui était très, très ouvert, quoi, très beau, très en résonance avec la jeunesse. Ce qui n'est pas du tout, je trouve, évident dans sa génération même. Hein, voilà. Je crois que pour que tout le monde comprenne bien de quoi il est question, on va peut-être quand même tout simplement lire le titre assez étonnant de ce qui se présente comme une pièce de théâtre. Ça s'appelle « La théorie et la pratique, dialogue imaginaire, mais non tout à fait apocryphe, entre Herbert Marcuse et Henri Lefebvre ». Excusez du coup. Il n'y a pas de souci. Excusez, on n'entend absolument pas en fait ici. Celui-là est plus long. Merci. J'ai l'impression que vous ratez quelque chose là. C'est que, en fait, Charlotte Delbo est plutôt une Américaine qui habite la France. Et c'est pourquoi elle est refusée. C'est une Américaine, c'est pourquoi elle est appréciée aux États-Unis, parce que c'est quelqu'un qui a passé sa vie à se réinventer. Typiquement américaine. C'est quelque chose qui n'est pas apprécié en France. En France, on ne peut pas se réinventer. Il y a quand même l'exception qui est le renommé, j'ai oublié le nom, non, Simone de Beauvoir, qui est aussi appréciée aux États-Unis parce que, encore une fois, une Française qui s'est réinventée toute sa vie. Charlotte Delbo est comme ça. Et c'est ça qui n'est pas apprécié en France. C'est interdit en France. En plus, elle n'est pas éduquée. Parce que dans le système universitaire en France, si vous n'avez pas un diplôme, vous êtes nul. Vous êtes nul. Néanmoins, regardez, elle a fait le SCRNS, elle a fait l'ONU, sans éducation. C'est remarquable. Typiquement américain. Oui, bien sûr. Parlons comme président du club américain de Lille. Et monsieur est objectif.
Alors, merci de cette page de publicité. Advertising the American Way. Ceci étant, deux choses. La première, c'est que quand on voit les archives de Charlotte Delbo, effectivement, elle avait la dent dure aussi face à Lefebvre et très tôt. Donc on comprend cette distance, et cette distance critique intellectuelle. Et elle va se fâcher avec lui, on ne raconte pas, mais c'est extraordinaire. Mais pour revenir à ce que vous venez de dire, monsieur, c'est ce que moi je qualifie de rapport spécifique à la liberté. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'attend pas le regard des autres, et c'est la même chose pour l'amertume. Elle a renoncé à une reconnaissance en France. Elle s'en moque pas, mais elle a renoncé à l'attendre. Elle dit un jour, je crois que j'ai vu. C'est une des cinq personnes qui représentent les Français, la déportation française à Auschwitz, et c'est la seule non-juive. C'est la personne non-juive qui représente la déportation politique à Auschwitz. Puisque les Français à Auschwitz, contrairement aux Polonais par exemple, sont essentiellement des Juifs. Ça a été fait en 2005, à l'initiative d'Annette Viviorca d'ailleurs, et du groupe de gens qui travaillaient avec elle, dont Laurent Joly et quelques autres, bien sûr. Ah oui. Non, mais c'est... Oh. Vous avez des questions ? Oui, vous avez parlé très rapidement de Germaine Tillon, juste comme ça. Et je me pose la question des relations qu'elles ont pu avoir, ou de l'absence de relations, parce qu'elles ont une expérience tout à fait comparable. Et Germaine Tillon a écrit aussi beaucoup sur l'après-camp de concentration. Alors derrière, peut-être qu'elles ne se sont pas connues, peut-être qu'elles étaient dans des sphères idéologiques trop différentes, oui, qu'elles s'ignoraient. Elles se sont croisées à Ravensbrück, oui. Mais elles ne se sont pas... vraiment, dans l'après, Charlotte a rejoint l'amicale des déportés d'Auschwitz, dont la présidente était l'une de ses camarades de camp, qui est Marie-Elisa Nordman, pendant longtemps. Et ça, voilà, c'est stupide, hein, parce que vu avec le recul, on se dit, mais voilà, c'est des questions idéologiques qui font qu'il y avait des réseaux de déportés qui étaient séparés. Et donc Tillon et Delbo, nous on a cherché, moi j'aime beaucoup Tillon aussi, donc j'ai cherché le lien et puis j'ai rencontré Tillon et elle avait lu Delbo, mais il n'y a pas de lien, elle ne se connaissait pas. Je trouve que vous avez mis beaucoup l'accent sur une individualité exceptionnelle. Bon, en fait, il y en a eu plusieurs. Bien sûr. Et je crois que c'est important aussi de dire qu'il y a tout un réseau, des réseaux idéologiques. Bon, par exemple, Germaine Tillon avait animé ou co-animé un organisme dont j'ai oublié le nom avec Rousset sur les camps soviétiques. Oui, et justement, et c'est à ce moment-là que Delbo, comme Marie-Claude Vaillant-Couturier et tout, on dit que Rousset avait tort. Ça fait, voilà, quand on parle d'idéologie, les deux se sont heurtés, et quand il y a eu le procès Rousset, Marie-Claude Vaillant-Couturier est allée témoigner en disant il n'y a pas de goulag en URSS. Et d'ailleurs, le système pénitentiaire russe est l'un des meilleurs au monde. Et Delbo le dit dans sa postface de Un métro nommé Lénine, elle le dit, j'ai critiqué Rousset, j'ai dit qu'il mentait et j'avais tort. Vraiment, c'est deux mondes différents, deux idéologies différentes. Parce que je me dis, c'est dommage que je n'ai pas suivi Tillon pour la guerre d'Algérie, par exemple. Elle préférait les belles voitures mais là-dessus, la défense des... Là-dessus, Delbo était toute seule, là, pour le coup, contre la guerre d'Algérie. Donc, et c'était pas le même réseau. Delbo, a priori, comment dire, Tillon était avec le réseau, avec le FLN, alors que Delbo trouvait que le FLN rackettait les Algériens et était anti-FLN. Donc, elles se sont, elles se sont constamment suivies et jamais retrouvées. Je trouve, enfin excusez-moi, je trouve que c'est important, j'aime beaucoup Delbo, mais enfin je trouve que c'est important de la montrer par rapport aux autres et pas seul, et par rapport à tout un arrière-plan idéologique, politique, etc. Parce que c'est pas vrai qu'une personne est une personne exceptionnelle comme ça toute seule.
elle l'est parmi d'autres et contre d'autres, etc. Moi, j'aurais bien aimé que vous fassiez plus un panorama, enfin que vous la situiez plus en panorama. Oui, je pense, enfin, avant de passer la parole là, je pense qu'il faut lire, c'est pour ça que je disais lire la biographie, parce qu'effectivement, elle est, quand je dis elle est historiée, pas comme une bande dessinée, elle est, réellement c'est un outil qui renvoie à des tas de femmes en particulier, connues ou peu connues, qui ont travaillé soit dans l'édition ou dans les éditions clandestines, qui ont fait des articles, mais aussi Delbos appartient à un autre champ culturel, pour parler comme l'autre, qui est celui de la création théâtrale, où Germaine Tillon est ethnologue, la plus jeune et la première ethnologue de France. Germaine Tillon raconte qu'elle vomit quand elle apprend que Pétain signe l'armistice, elle se casse tout de suite, mais c'est dans son grand appartement parisien, et j'adore Germaine Tillon, puis on a monté des extraits de son opéra, sa petite opérette là, j'adore, c'est une femme extraordinaire. Mais voilà, je pense que pour répondre à ça, je pense que dans l'ouvrage de nos amis, réellement on a toute cette... Moi j'ai appris des tas de choses, et justement d'une constellation de femmes en particulier, de militantes et de femmes très humbles et d'intellectuels que j'ignorais. Vraiment, voilà. Je voudrais juste dire quelque chose par rapport au côté exceptionnel, très court. C'est que je pense que le côté exceptionnel de Charlotte Delbos, c'est son écriture, c'est son œuvre. Évidemment, elle était exceptionnelle en tant que femme, comme beaucoup d'autres femmes de sa génération, et qui ont été résistantes, déportées, etc. Mais ce qui la rend vraiment exceptionnelle, c'est son œuvre littéraire. Ça, Germaine Tillon n'a pas écrit, Marie-Claude Vaillant-Couturier, enfin, Germaine Tillon a écrit, mais pas une œuvre littéraire, et très importante et passionnante. C'est dans ce sens que je pense qu'il faut penser, enfin, il me semble, ce côté exceptionnel, vraiment, par rapport à cette époque et par rapport à ce qu'elle a écrit. Nous allons faire une pause maintenant, si vous voulez bien. 5-10 minutes grand maximum.